Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Danielle Riffer-Odona. Vous êtes psychanalyste, art-thérapeute, sophrologue, psychosomaticienne et sexothérapeute. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité sur le plateau de Femmes et Pouvoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Danielle, d'être avec nous. Merci à toi, Carole, de me recevoir. Alors, en général, quand on parle de pouvoir, on dit qu'il y a trois formes de pouvoir. Il y a le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir du sexe. Parce que ça peut vraiment faire tomber un royaume, un pays. Et on a eu plusieurs exemples. Vous êtes professionnelle de la sexualité. En quoi le sexe peut être un outil de pouvoir et quelle est votre définition du mot pouvoir? Alors, pour moi, le pouvoir, c'est pouvoir être soi. D'accord. Déjà, la définition du sexe par rapport au pouvoir, dans une relation de couple, si je prends quel que soit le couple hétérosexuel ou homosexuel, c'est la femme qui décide. Si elle a là le pouvoir d'être elle-même, c'est elle qui décidera si elle est d'accord pour l'acte ou non. Et quel type d'acte. C'est en ce sens qu'elle a le pouvoir. Mais tout à l'heure, vous parliez des couples homosexuels, par exemple, que ça ne se définit pas de la même manière. Homosexuel, il y a toujours cette dualité, féminité, masculinité. Vous avez toujours dans un couple un qui est plus femme et l'autre plus homme. Donc, que ça soit hétérosexuel ou homosexuel, vous avez cette dualité qui évolue selon les circonstances de la vie pour tout un chacun. Comment est-ce que vous gérez ça dans votre environnement personnel et professionnel? Parce que c'est un métier qui n'est pas courant quand même. Tout dépend du milieu qu'on côtoie. J'en connais quand même quelques-uns, pas mal, ceux qui ont fait leur formation en même temps que moi. Mais c'est aussi un métier que j'ai épousé en entendant les amis, les copines, les amis de mes enfants. Et je me suis dit, mais en fait, les gens on ne leur apprend pas. Nos parents, nos grands-parents ne nous apprennent pas à connaître notre corps. Il y a une phrase mais alors que je hais, c'est vraiment le cas de le dire, ton devoir conjugal. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, ça veut dire quoi? Voilà. Il faut quand même en parler. Donc c'est vrai que j'ai commencé par des conférences. Et les conférences entraînant des interrogations, les gens sont venus en consultation, ont pu comprendre ce qu'est un sexothérapeute. On ne s'occupe pas uniquement du sexe, on s'occupe des problématiques liées à la sexualité de quelqu'un. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un sexologue et un sexothérapeute? Alors, le sexologue est un médecin. Il est habilité à prescrire des médicaments, il est habilité à opérer si nécessaire. Il peut également être sexothérapeute. Mais un sexothérapeute ne peut pas être sexologue. Mais le sexologue est un médecin. Sexothérapeute est un thérapeute. D'accord. Et comment devient-on sexothérapeute? Pour moi, c'est une complémentarité à la psychanalyse. J'aime voir les gens heureux autour de moi. Tout au moins qu'ils puissent, avec leurs problématiques, arriver à vivre sereinement. Donc, la psychanalyse, l'art-thérapie, la sexothérapie, c'est un ensemble. Quelqu'un qui me dit « je veux être sexothérapeute », je dis « attention, ok, je veux bien te diriger, puisqu'en plus je suis praticienne autorisée à enseigner, je vais conseiller surtout de faire d'autres pratiques à côté. On ne vit pas que de la sexothérapie, c'est pas possible. D'accord. Il faut connaître la personne dans sa globalité. Donc on ne peut pas faire que de la sexothérapie. On va passer à côté de certains éléments. Mais par exemple, c'est un certificat qu'on passe, ça prend des mois, des années. Moi, j'ai été formée en France et ça fait partie de mon cursus de 5 années. Mais dans ces 5 années, il y a plusieurs domaines qui ont été, plusieurs volets. Et le volet sexothérapie, c'est bien 2 ans et demi. Effectivement, au bout, on a un mémoire à présenter, on a des stages. Alors moi, mes stages ont été en milieu pour personnes déficientes, donc avec des handicapés et des aînés. En maison de retraite à l'époque, puisque maintenant ça s'appelle des EHPAD.
maison de retraite parce qu'on oublie que les aînés ont aussi une sexualité. Oui, c'est Papa, vrai. maman nous font, mais après, ils restent des hommes et des femmes, avec leurs besoins, leurs désirs, Voilà, donc là aussi, il faut intervenir pour leur faire comprendre qu'ils sont tout à fait légitimes à vouloir une sexualité. Quand j'entends des gens me dire « Ah, ma mère refait sa vie », mais pourquoi elle ne l'a pas refaite, elle la continue. Tant qu'on n'est pas mort, on peut faire des rencontres, on peut avoir une vie sexuelle, on existe encore, on est. Voilà. Quand faut-il consulter un sexologue ou quand il faut consulter un sexothérapeute? À quel moment il faut consulter l'un ou l'autre? Alors, tout dépend de la problématique qu'on a. Moi, quelqu'un qui vient me voir en me disant « Écoute, surtout les hommes, la majorité de ce que j'ai eu, c'est j'ai des problèmes d'érection. La femme, j'étais complètement bloquée quand elle s'est déshabillée. » Bon, ça a l'air de questions anodines. Il y a le volet psychologique, mais si je m'aperçois qu'après avoir pratiqué quelques séances, que le résultat n'est pas conséquent, je n'ai aucun problème à diriger la personne vers un sexologue qui, lui, aura le domaine médical plus approfondi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre ou lire que dans le métier, parmi les sexothérapeutes, il y avait beaucoup plus de femmes et que parmi les sexologues, il y avait beaucoup plus d'hommes. Est-ce que c'est lié à l'activité où le sexothérapeute est vraiment dans la thérapie, l'écoute, l'accompagnement et que le sexologue est un peu plus dans la mécanique, par exemple? Il faut déjà que, au niveau des hommes, nous les femmes, nous sommes des lionnes, des aventurières. On voit une filière, ah, ça m'intéresse, on y va. L'homme se pose beaucoup plus de questions. Et mon époux, qui fait exactement la même chose, lui est arrivé parce qu'il a fait les autres volets. On a fait nos études ensemble. Et il s'est dit, pourquoi pas? Parce que certains hommes n'ont pas envie de parler à une femme de leurs problèmes. Oui, tout à fait. Donc là, ils vont le voir lui. On a cette chance de travailler à deux. Donc quand un homme me dit, non, mais c'est vrai que je serais plus à l'aise avec un homme, paf, ils vont voir Frédéric. Mais Frédéric, c'est quelqu'un qui aime les gens et qui aime les analyser et qui aime voir les gens aller bien. Alors quand il voit quelqu'un qui fait semblant ou qui se crée une vie, ça c'est la chose qui l'agace. Parce qu'il se dit non, la vie, on n'a pas beaucoup d'années. Hein. On dure moins longtemps qu'un arbre. Si on prend ça en considération, autant vivre bien les années qu'on a. Est-ce que c'est un atout pour exercer ce métier? Est-ce que c'est un atout d'être un homme ou une femme? Ça dépend du patient qu'on a en face de soi. Ça dépend du patient. Vous pouvez avoir des gens qui sont bornés et là, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Tant que la personne n'aura pas décidé de lâcher prise, vous ne pourrez pas arriver à vos fins, à lui permettre d'aller mieux. Oui, mais. Mais est-ce que, par exemple, vous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup plus parmi vos clients, plus d'hommes qui vous sollicitent. Est-ce que c'est parce que c'est plus les hommes qui analysent rapidement qu'ils ont besoin d'aide et que les femmes inhibent complètement ce besoin-là? Je dirais plus d'hommes homosexuels. Très bien, ok. Ils vont aller beaucoup parce qu'ils ont leur part féminine quand même qui est un peu plus développée que l'homme hétérosexuel selon moi. Donc ils ne vont pas avoir de mal à les consulter. C'est presque normal puisqu'ils ont déjà confronté à tellement de choses de cette société non permissive et très critiquante qu'ils essaient de trouver là où ils ont fauté. Donc aller en thérapie pour eux, c'est un moyen, c'est une espèce d'oxygène. Ils essaient de retrouver une légitimité par ce biais. Mais les hommes hétéros qui viennent me voir, ils ont toujours une certaine retenue, ils ont l'orgueil, vous savez, l'orgueil masculin qui est là, c'est là, ça les prend là. Et le fait que vous soyez une femme, ça doit en moi, rajouter. Tout de suite, j'aurais écouté l'orgueil, si vous voulez bien vous le déposer, puis on y va. On n'a qu'une heure. Les susceptibles vont vous dire, oui, mais je dis ce que je veux. Mais ceux qui sont là réellement dans une démarche d'aller mieux, vous inquiétez pas. Parce que déjà, on entend souvent dire que le cerveau de l'homme est en bas. Si l'homme s'aperçoit qu'en bas ne fonctionne pas, évidemment, son entourage ne le saura pas, mais il va consulter. Parmi ces clients-là, parce que je sais que dans la communauté noire, par exemple, c'est quelque chose qui est très tabou. On ne parle pas assez facilement de sexualité. On peut en blaguer, mais quand ça devient sérieux, je pense qu'on n'en parle pas de façon libérée. Est-ce que vous avez, le fait que vous soyez une femme noire, par exemple,
Est-ce que c'est un plus pour que les gens ils se sentent à l'aise pour venir vous voir ou est-ce que c'est un handicap finalement parce qu'ils se disent ok, je ne vais pas raconter mes histoires à une femme noire. Enfin bon, il y a tout ça. Il y a la question par rapport aux personnes qui viennent vous voir, est-ce qu'ils sont issus d'une communauté d'immigrants et vous par rapport à ce que vous représentez? Moi, je dirais, avec un regard professionnel, que ça dépend. Je ne mets pas la catégorie noire, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit vert. Les hommes ne sont pas si différents que ça. Déjà, dans notre monde noir, vous avez plusieurs noirs, selon ses origines, selon sa culture, selon son bagage religieux, l'impact qu'a sa communauté sur lui, il réagira différemment. Il viendra, alors j'en ai quelques-uns qui sont venus en me disant « Oui, je suis venu voir si ça fonctionnait vraiment ». D'accord. Mais il ne faut surtout pas que les autres sachent qu'il est venu voir un thérapeute. Bon, on a un devoir de confidentialité, je peux rencontrer la personne dans une soirée après, personne ne saura qu'on se connaît. Je te tiendrai la main, « Bonjour monsieur, enchanté de faire votre connaissance », personne ne le saura. On a ce devoir de retenue et de professionnalisme, parce que le monde est petit. Absolument. Montréal est une petite ville. Donc, et puis tout dépend d'où viennent les personnes. Le noir qui arrive de la région parisienne et le noir qui arrive du sud de la France n'a pas du tout le même fonctionnement. Très bien. Bon, mais on va poursuivre dans notre échange dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Nous parlions de sexualité, de vie sexuelle, avec notre invité qui est sexothérapeute et qui s'appelle Danielle Riffet-Ododa. Danielle, vous êtes mariée, vous êtes mère de 3 enfants et vous êtes grand-mère aussi. Mmh. Comment arrive-t-on à préserver un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie familiale et sa vie professionnelle quand on exerce ce métier? Parce que, par exemple, si votre petite fille vous demande « Mamie, tu fais quoi c'est quoi ton travail ?» Qu'est-ce que vous lui dites? Alors, chez moi, c'est pas IGA. On n'y rentre pas comme on veut. Même si ce sont mes enfants, ils ont toujours appelé avant de passer. Pour l'instant, ils ne sont pas au Québec, mais ça ne va saurait tarder. Donc, mais même quand je vivais en métropole, pas loin d'eux, jamais ils n'arrivent chez moi comme ça. Et moi, je ne vais pas chez eux comme ça non plus. Il y a beaucoup de respect entre nous. Beaucoup de respect entre nous. Et on travaille chez nous en plus, donc nos cabinets sont chez nous. Très bien. Frédéric a son cabinet, j'ai le mien. Et quelle que soit la personne qui vient, donc après, il faut savoir mettre un cadre, aussi bien professionnel que personnel, que nos moments de loisirs à nous, qui sont importants pour moi. Et puis on arrive à des âges où vraiment c'est... Les espaces sont bien compartimentés. Les espaces sont très cloisonnés, très cloisonnés. Très cloisonnés. Oui. Et puis nos enfants sont adultes. Oui. Donc... En fait, c'est plus par rapport à quel est ton métier. Donc, parce que c'est... moi, en me préparant cette rencontre, j'y ai réfléchi. Parce que ce n'est pas spontané. En général, on va dire, ton invité, il est avocat, il est... mais j'ai toujours travaillé chez moi. C'est pas courant. Et mes enfants ont toujours respecté mon espace de travail. Comme mon espace de loisir, je respecte le leur, ils respectent le mien. Non, les choses sont dites au départ et il n'y a pas eu à revenir dessus. Mes belles-filles, mon beau-fils, non, je ne sais pas. Ça s'est fait naturellement. Je pense que les enfants ont donné... Moi, je donne le cahier des charges, donc on ne débarque pas chez moi comme ça. Ça, c'est quelque chose qui me... Donc non, c'est très simple. Je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. En préparant cette rencontre, vous m'avez indiqué que vous étiez passionné par votre métier, que vous aimez votre métier et ce qui vous rend le plus heureux, c'est vraiment d'aider les autres à être heureux, à être bien. Alors, à être bien, à savoir gérer leurs problématiques. Parce qu'on en a tous, il ne faut pas croire, j'ai mes écueils aussi, mais on apprend à vivre avec. Et ça, c'est absolument important, parce qu'on passe à côté de très belles choses sinon. Moi, je refuse de ne pas sourire toute la journée. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en souffrance. Hein. Bien sûr. Mais je n'ai pas envie d'aller le déposer chez qui que ce soit. Si vous aviez un conseil ou un message pour des jeunes filles qui souhaitent
exercer ce métier, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors déjà de respecter leur corps. Ça, je suis un peu choquée par certaines choses, mais qui existaient déjà à notre époque, voire à l'époque de nos parents et grands-parents. Une certaine liberté avec leur corps, passer de l'un à l'autre, que ce soit les filles que les garçons d'ailleurs. Mais c'est très important de se respecter, de rester soi, de rester en harmonie avec soi, de respecter qui on est, respecter ses souhaits. Quand on se fixe un objectif, moi jamais une amie, une copine, parent, j'ai pris une décision, je la suis. Si je l'ai pris cette décision, c'est que j'ai analysé ses avantages, ses inconvénients. Donc quand on se fixe un but, s'y tenir. Parce qu'on n'a qu'une vie et c'est la nôtre. Mais si je veux être sexothérapeute comme vous, qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire? Cherchez l'école qui vous convient. Parce qu'il y a plusieurs courants, par exemple? Non, il n'y a pas plusieurs courants, mais plusieurs façons d'enseigner la sexothérapie. Voilà. Donc il faut trouver une école qui vous convienne, parce que ce sont majoritairement des écoles privées, tout au moins en France. Je ne sais pas pour ici, je ne m'y suis pas attardé. Et il faut choisir l'école qui vous convienne, qui vous permette d'être bien. Il faut voir aussi les stages, s'ils sont faits, ils sont bien supervisés. Est-ce qu'il y a un mémoire à la fin de la formation? Sinon, votre formation, elle n'a aucune valeur. Vos recherches, est-ce que vous les avez faites? Est-ce que vous avez pu rencontrer des sexologues, donc des médecins, qui peuvent vous conseiller les ouvrages, des films? Voilà, donc c'est vraiment vaste. Est-ce que vous aviez un proverbe, une devise, quelque chose qui illustre vos engagements, votre personnalité ou qui vous inspire? Restez fidèle à mes pensées. Très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Aucun de ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant, quel que soit le pays. Et je trouve que quel que soit le pays, il y a trop de hiérarchie. Alors je ne voudrais pas paraître vulgaire, mais on va tous à la salle de bain par les mêmes orifices. Donc je ne vois pas de différence entre les êtres humains. On est là pour s'aimer. On dit souvent l'enfant est né, il demande qu'une chose, à être aimé. Mais l'adulte aussi, il est l'enfant de quelqu'un. Donc l'enfant, quel que soit son âge, demande à être aimé. On est là pour être heureux ensemble, partager des moments ensemble. On a tous nos problèmes. Personne sur cette terre n'en a pas. Bien sûr. Donc on a tous nos problèmes. Aidons-nous et aimons-nous vivants. Il ne faut pas attendre le jour de la veillée pour être là à pleurer avec la coupe de champagne à la main. C'est ridicule. C'est d'une grande hypocrisie même. Aimons-nous vivants. Et cessez les critiques. Personne ne porte les chaussures de l'autre. Être dans le non-jugement, ça, ce serait un beau monde. Très bien. Si vous aviez justement un jour pour changer le monde, qu'est-ce que vous changeriez? Et par quoi commenceriez-vous? Si vous avez 24 heures. 24 heures? Oui. Ah là là, qu'est-ce que je changerais? C'est qu'il y a tellement de choses à changer. Permettre aux familles d'être unies, permettre aux gens de retrouver les leurs qu'ils ne voient plus depuis des années pour X raisons, bien souvent ridicules. On regarde les années passées, on se dit c'était ridicule cette dispute. Il y en a qui se séparent, mais pour un bout de terrain, pour un truc, pour un machin. Quand on meurt, on n'emporte pas tout ça. Ça, c'est sûr. Donc permettre aux familles de se réunir au moins une dernière fois. Dans l'amour, bien sûr. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Un berger allemand, un chien, race canine, meilleur ami de l'homme. Et fidèle. Ah oui, oui, absolument. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir ou la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi? Alors, le pouvoir, mesdames, il y a toujours votre voiture. Permis de conduire, avec vos clés. J'en ai amené 2, hein. J'en ai même amené 3 ou 4. Mon portable. Je veux toujours être joignable, surtout pour mes enfants et mes petits-enfants. Leur montrer, mamie est là. Elle n'est peut-être pas sur le même continent, mais elle est là.
Évidemment, entre 22h et 8h du matin, on oublie, on ne répondra pas. Si possible. Non, mais je coupe. Il y a le truc là où on coupe. C'est très bien, vous coupez, personne... Parce que si quelqu'un décède, on vous appelle en pleine nuit, elle est déjà morte, vous n'allez pas la ressusciter. Donc on vous le dit à 8h du matin, c'est très bien. On réveille après le café, c'est parfait. Vous allez pleurer, mais vous avez déjà bu votre café, vous avez dormi. Donc je ne vois pas l'intérêt de réveiller quelqu'un en pleine nuit pour lui annoncer quelque chose qui va la bousiller. Et puis les clés de sa voiture, c'est sa liberté. Moi, quand on me dit « j'aime pas conduire », on peut ne pas aimer conduire, mais on ne sait jamais. Vous avez le conjoint ou une amie vient vous voir, elle fait un malaise, l'ambulance ne peut pas arriver. Ne serait-ce que pour porter secours à quelqu'un, savoir que vous avez cette liberté. Même si la voiture est en panne, c'est pas grave, mais vous avez vos clés. Et vous savez conduire. Et vous savez conduire. C'est extrêmement important. Ça, c'est un pouvoir. Monsieur vous prend la tête. Au lieu de vous disputer, madame, prenez votre voiture, allez faire les boutiques. Ça évite une dispute et quand vous revenez et faites les boutiques avec votre carte, c'est mieux. Il ne peut rien vous dire, c'est votre argent. Et ça, c'est important d'avoir son compte bancaire, sa fiche de paye. Mon grand-père me disait toujours, n'oublie jamais d'avoir tes clés de voiture, tes clés de maison et ta carte bancaire. Et ça, c'est extrêmement important. N'attendez pas sur un homme pour vous payer tout seul dont vous avez besoin. Lui, c'est un plus. L'homme doit être un plus. Oui, oui. Notre entretien touche déjà à sa fin, Danielle. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Danielle Riffet-Odona », vous lui diriez quoi? Il faudrait qu'elle accepte toutes les souffrances qu'il y a eu avant, qu'elle accepte le parcours avant aujourd'hui, et puis surtout qu'elle soit elle, qu'elle ne cherche pas à être moi. Je veux bien l'aider à atteindre un objectif professionnel avec grand plaisir. Je lui accorderai du temps pour ça, mais je lui dirai surtout, sois toi en priorité. Très bien, ça sera le mot de la fin. Être soi-même. Être soi-même. C'est important. Très bien. D'ailleurs, ça résume vraiment tout ce que vous avez dit depuis le début de l'émission. Merci beaucoup, Danielle. Merci, Carole. Merci infiniment. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur notre site www.femmesetpouvoir.org, mais aussi sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Je vous dis à très bientôt. Merci.